Bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand Direct. Très heureux de vous retrouver sur les antennes d'Azur TV en ce jeudi 18 février. Nous serons dans un instant avec le professeur Olivier Guérin, patron du service gériatrie du CHU de Nice. Il vient de faire son entrée au conseil scientifique, cette entité qui est consultée par le gouvernement pour conduire la lutte contre la crise sanitaire. À Nice, toujours cette coiffeuse solidaire, reportage dans ce Grand Direct. Elle offre des soins aux étudiants en grande précarité et bien évidemment l'opération a beaucoup de succès. Et puis on s'intéressera en fin d'émission au Tour du Var et des Alpes-Maritimes, épreuve cycliste qui démarre demain avec un plateau royal, Thibaut Pinot par exemple, ou encore le Colombien Nairo Quintana. C'est un historien du cyclisme qui sera avec nous, Julien Camille, pour décrypter les enjeux bien sûr, mais revenir aussi sur l'histoire de ce tour et l'histoire du cyclisme dans notre région, une histoire chargée. Voilà pour le sommaire, entre autres. Nous serons également avec la députée du Var, La République En Marche, Valérie Gomez-Bassac, parce que le ministre de la Santé a pris la parole ce soir. On évoquera avec elle aussi la loi contre le séparatisme. Guilhem Ricavi au rendez-vous et peut-être même que nous évoquerons les festivals, puisque les acteurs de la culture avaient rendez-vous aujourd'hui avec Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, pour savoir si l'été sera propice, si on pourra organiser des festivals durant l'été. A priori oui, et c'est la bonne nouvelle du jour pour le secteur qui est évidemment très important dans notre région. Je voudrais qu'on commence avec un chiffre. Il a été rendu public tout à l'heure par l'ARS, l'Agence régionale de santé. Vous allez le voir en images. C'est le nombre de vaccinations de première dose injectées dans notre région, 191 470 vaccinations au compteur, 39 892 pour les Alpes-Maritimes, 41 010 dans le Var et 74 798 premières injections réalisées donc dans les Bouches-du-Rhône. Voilà pour le bilan rendu public par l'Agence régionale de santé. Vous savez qu'on est rentré aussi dans la période des secondes injections, notamment pour les vaccins Pfizer BioNTech. Le premier invité de ce Grand Direct, lui, vient de rentrer au conseil scientifique, intronisation officielle. Il est originaire de Nice, il est patron du service de gériatrie du CHU de Nice, président également de la Fédération française des gériatres. Il s'agit d'Olivier Guérin. Bonsoir Olivier Guérin, merci d'être avec nous ce soir sur les antennes d'Azur TV. Je le disais, vous faites donc votre entrée au conseil scientifique. La première des choses que l'on peut noter, c'est qu'enfin un gériatre fait partie donc de ce collège d'experts. Bonsoir. Alors oui, c'est vrai que c'est une entrée officielle, on va dire, au conseil scientifique me concernant, et donc comme tête de pont de la communauté gériatrique et gérontologique française en tant que président de la Société française de gériatrie. Mais on travaillait déjà avec eux depuis leur installation, en fait, depuis mars 2020. C'est vrai que j'ai eu des rapports très fréquents avec Jean-François Delfrécy, avec d'autres aussi membres du conseil. Je pense à Bruno Lina ou à Yazdan Pana. Donc c'est la première fois qu'il y a un gériatre qui intègre le fonctionnement quotidien, on va dire, du conseil scientifique, mais on était déjà en relation depuis bien avant. Est-ce que ce conseil scientifique a toujours autant de poids qu'auparavant? On a l'impression qu'il est un peu moins écouté par l'exécutif. Je crois que c'est une évolution normale du rôle du conseil scientifique auprès du pouvoir exécutif et du président de la République en particulier. Au tout début de la pandémie, finalement, on n'avait aucune idée de ce qui nous arrivait. Et là, la parole scientifique et médicale était finalement la seule possible pour éclairer l'exécutif. Là, maintenant, on s'inscrit dans une crise longue, finalement, et d'autres paramètres rentrent en ligne de compte. Donc, ça me paraît plutôt sain, d'ailleurs, que la décision revienne bien aux politiques et que finalement les avis qui sont nécessaires soient, on va dire, parmi ceux qui doivent susciter la décision, mais pas uniquement la parole médicale et scientifique. Qu'est-ce qu'on vous demande concrètement, Olivier Guérin ? Alors on a plusieurs moyens de travail, on va dire, plusieurs entrées, plusieurs canaux d'entrée de travail. Soit on a une demande spécifique du Premier ministre, du Président de la République ou du ministre de la Santé et des Solidarités. Depuis quelque temps, d'ailleurs, la réglementation a changé, donc on peut être aussi saisi
par le Parlement, que ce soit le Sénat ou l'Assemblée nationale, donc le pouvoir législatif. Sinon, on peut aussi s'auto-saisir de sujets. Hein. Nous sommes libres de nous auto-saisir de sujets qui nous paraissent importants en fonction de l'actualité. Donc là, on a travaillé ces temps-ci, notamment sur l'outre-mer, hein, sur la situation de Mayotte ou la situation en Moselle, par exemple, avec la prévalence très forte du variant sud-africain. Il y a une inquiétude aussi à Nice. Hein. Vous dirigez le service de gériatrie au CHU de Nice. Dans les Alpes-Maritimes, le taux d'incidence a battu un record depuis le début de l'épidémie, avec 577 cas pour 100 000 habitants. Vous regardez de près aussi l'évolution de l'épidémie sur la Côte d'Azur ? Alors oui, pour le coup, je fais part aussi aux collègues effectivement de la situation locale, puisqu'on est le département métropolitain le plus touché en termes d'incidence. Alors ça se voit aussi maintenant d'ailleurs en termes d'impact sur les structures hospitalières, hein, que ce soit en hospitalisation complète comme en soins critiques. Donc oui, on regarde de près. On est vraiment, ce que j'ai dit sur d'autres canaux, en surveillance comme le lait sur le feu. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le fonctionnement épidémique fait qu'à un moment donné, ça déborde finalement. Et c'est ce point-là qui nécessite à ce moment-là des mesures spécifiques et qu'il ne faut pas rater si on ne veut pas saturer l'offre hospitalière et du coup avoir des difficultés à la prise en charge des patients Covid comme hors Covid. Alors on a appris ce matin via France Bleu Azur, hein, puisque le directeur de cabinet du préfet y était interviewé, qu'Olivier Véran serait ce samedi à Nice. Vous avez déjà une idée du programme. Est-ce qu'il vient annoncer des mesures aussi dans les Alpes-Maritimes ? Alors c'est vrai que le ministre de la Santé et des Solidarités sera présent dans la matinée de samedi pour une visite et des structures hospitalières et des autorités politiques locales comme préfectorales évidemment. Est-ce qu'il y aura des mesures spécifiques ? Ça, c'est au ministre de décider. Mais on est dans une situation qui devient critique objectivement. Et l'idée aussi de territorialisation de décision me paraît une piste possible. Mais ça, c'est une piste qu'on travaille aussi au Conseil scientifique. Oui, quand vous parlez de territorialisation, c'est par exemple donner le pouvoir au préfet ou aux élus locaux. Enfin, il paraît plus probable au préfet de pouvoir décréter un reconfinement local, par exemple. Par exemple, alors sachant que ce qu'on appelle le reconfinement, enfin une augmentation des mesures restrictives, c'est évidemment on va dire une arme de destruction massive pour le virus, mais aussi pour la vie sociale. Donc c'est toujours à manier avec précaution. On a aussi la possibilité le ministre de la Santé, c'est le ministre de la Santé, donc d'essayer de voir comment mieux prendre en charge nos patients, notamment quand on a des possibilités aussi de les prendre en soin, par exemple aussi en dehors du département. Enfin, il y a tout un ensemble de mesures pour être face à la hauteur de la situation finalement, à la hauteur face de cette situation et qui seront certainement évoquées avec le ministre. Oui. Une dernière question, Olivier Guérin, elle concerne votre cœur de métier, la gériatrie. Vous indiquez dans le Nice Matin, dans Nice Matin d'aujourd'hui, que les 3/4 des résidents des EHPAD sont déjà vaccinés, donc ça avance bien dans les EHPAD. Néanmoins, il y a quand même une part très importante de ces seniors qui ne sont pas en EHPAD. Est-ce que la vaccination va assez vite pour les publics cibles ? Alors, là, je me suis battu début janvier auprès plutôt, parce qu'ils ont d'ailleurs accepté, auprès du comité stratégique des vaccinations d'Alain Fischer comme de la Haute Autorité de Santé pour l'élargissement. Dès la première vague de vaccination, il était prévu les EHPAD et on a obtenu, en discutant avec les collègues, que ça soit élargi aux 75 ans et plus, même du domicile. Et sur les EHPAD, les flux étaient assez préservés en termes de doses de vaccins. Donc c'est pour ça qu'on a des très bons scores. Hein, c'est 75, à peu près les 3/4, tout petit peu moins au niveau français de première dose au moins. Chez les résidents d'EHPAD, en tout cas ceux qui le souhaitaient, hein, évidemment, hein, pas ceux qui ne le souhaitaient pas, mais puisqu'il faut quand même avoir un consentement à la vaccination, évidemment. Après, on a l'enjeu des 75 ans hors EHPAD, c'est vrai, où on est, je trouve, on devrait être encore plus rapide dans la mesure des doses disponibles. Là, on est plutôt limité, je trouve, en ce moment,
par la quantité de vaccins disponibles, d'autant que ces patients-là, enfin ces sujets-là, c'est que nos concitoyens de plus de 75 ans doivent avoir un vaccin à ARNM, puisque le vaccin à vecteur viral AstraZeneca qui est actuellement disponible n'est pas déconseillé au-delà de 65 ans. Donc c'est le vaccin à ARNM avec les difficultés qu'on a et d'approvisionnement et de logistique, puisque ce sont comme on le sait depuis le début, des vaccins à stockage difficile, quoi. Merci beaucoup, professeur Olivier Guérin. Je rappelle que vous venez donc d'intégrer le conseil scientifique officiellement. Vous êtes chef du pôle gériatrie au CHU de Nice, mais également président de la Société française de gériatrie et de gérontologie. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation ce soir. On va rester à Nice, puisque vous dirigez le service de gériatrie au CHU de Nice. Autre inquiétude, cette fois-ci dans les écoles gérées par la ville, où les personnels sont nombreux à être absents en raison de la crise sanitaire. Reportage Marie Justo. La situation sanitaire dans les écoles de la ville de Nice est préoccupante selon le maire de Nice, Christian Estrosi. 73 personnels municipaux sont absents dans les 173 écoles de la ville, 16 classes fermées en raison de l'épidémie de la Covid-19. Nombreux sont les enfants qui sont avérés cas contact et les classes qui sont donc perturbées. Nombreux sont les enseignants qui naturellement sont aussi cas contact ou cas positifs. Et parmi les agents de la ville de Nice, nous avons aussi de nombreux cas contact ou cas positifs, ce qui apporte pour nous de nombreuses difficultés organisationnelles. Si la question de la réouverture des écoles après les vacances ce vendredi se pose, des tests salivaires vont être déployés dès la rentrée. Mieux détecter la maladie et surtout, c'est un test qui est moins traumatisant pour les enfants. C'est beaucoup plus facile à mettre en œuvre et beaucoup plus facile à accepter pour eux. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, sera en visite ce samedi à Nice. Dans les Alpes-Maritimes, le taux d'incidence de la Covid-19 a battu un nouveau record avec 577 cas pour 100 000 habitants. Voilà un taux très préoccupant qui amène donc sur la Côte d'Azur le ministre de la Santé Olivier Véran, qui vient d'évoquer il y a quelques secondes lors de sa conférence de presse sa visite à Nice. Donc il a bien confirmé qu'il viendrait sur la Côte d'Azur samedi. Dossier très intéressant dans Nice Matin aujourd'hui sur l'explosion des cas à l'Ariane, où la situation devient quasiment incontrôlable dans le quartier de l'Ariane. Olivier Véran qui annoncera des mesures sur la prise en charge des malades lors de sa visite à Nice, mais également sur les Covid longs, ceux qui souffrent de symptômes prolongés de la maladie. Et ça tombe bien parce que demain, dans cette émission, vous découvrirez un très beau sujet sur ces Covid longs réalisé par Victor Labbé, qui s'est rendu au CHU auprès des équipes qui sont chargées de rééduquer les patients qui souffrent de ces symptômes longs comme le souffle court, les sensations d'étouffement, qui ne sont pas forcément liées à des pathologies. On vous expliquera tout ça dans ce beau reportage à voir demain dans ce grand direct. Avant de rejoindre Valérie Gomez-Bassac, la députée du Var, La République En Marche, également porte-parole de la majorité, justement pour évoquer ce qu'a dit Olivier Véran, ce reportage sur l'une des conséquences de la crise de la Covid-19, fermeture des restaurants, des bars et donc pour les fournisseurs, les grossistes, une quasi-inactivité depuis un an. C'est le cas de cette institution sur la Côte d'Azur installée à Carrosse depuis la fin du 19e siècle et il n'avait jamais connu pareille situation. La crise Covid et la fermeture des bars et autres restaurants impactent les fournisseurs en amont. Ce distributeur spécialisé dans les boissons existe depuis 1888 à Carrosse et n'a jamais connu une telle baisse d'activité. Comme vous le voyez, tout est à l'arrêt ici. Ici, on est habituellement sur une zone de transit où on réceptionne les marchandises qu'on va rentrer en stock et où on prépare les marchandises qui vont partir le lendemain. Voilà, aujourd'hui, la zone est absolument vide. Il n'y a pas de balai, ni de préparateur, ni de livraison. On n'a absolument rien qui rentre et rien qui sort. Voilà. Cette zone, elle devrait être à cette heure-ci complètement pleine et en train d'être remplie pour les livraisons de demain. Voilà, ce qui malheureusement n'est pas le cas. Sur l'année 2020, le chiffre d'affaires est en chute libre de 50%, sans compter certains mois de véritable disette. Suite à la fermeture de nos clients et à 100% de nos clients quasiment, on a une baisse de chiffre d'affaires de l'équivalent de 90 à 95%. Faute de clients ouverts, les livraisons sont quasiment à l'arrêt, ce qui oblige à recourir au chômage partiel. Donc chaque poteau correspondant en fait à une tournée de livraison.
Et ici, on aurait dû donc retrouver toutes les marchandises pour les livraisons de demain, de tournée du département, donc comme on aurait pu voir Nice, Monaco, Menton, Antibes, enfin tout le département. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas de tournée prévue pour demain, donc la zone est absolument déserte. Du côté du stock, l'entreprise fonctionne avec le minimum vu les besoins très réduits. Ici, on devrait retrouver en fait des lignes de stock qui devraient être absolument complètes du fait de l'activité et de la période qu'on est censé traverser. Voilà, on devrait être en pré-saison et en tout cas en train d'établir les cartes pour les saisons d'été qui arrivent. Donc le stock devrait être là poussé à son maximum pour pouvoir prévoir des forts volumes à sortir. Toutes ces denrées sont prêtes à partir au niveau des quais, pourtant elles sont destinées non pas à des clients, mais à des associations locales. En fait, c'est des stocks dont les dates à durabilité minimale, donc DDM comme on les appelle dans notre profession, ont été dépassées. Donc c'est-à-dire que la date jusqu'à laquelle l'industriel nous avait certifié que le produit était encore consommable sans qu'il y ait aucune altération au niveau du goût, ont été dépassés. Donc c'est des produits qui sont encore propres à la consommation, qu'on a encore le droit de commercialiser, mais que malheureusement le consommateur ne veut pas retrouver sur sa table, ce qui est bien dommage. Donc du coup, ce sont des stocks que l'on va être obligé de donner à des associations caritatives, telles que la Banque alimentaire, le Secours populaire et autres. L'entreprise va même organiser une opération anti-gaspillage les 26 et 27 février prochains afin de vendre ces produits mal aimés à leurs clients mais aussi aux particuliers. Voilà, difficulté évidemment pour tous les acteurs économiques qui vivent des métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Bonsoir Valérie Gomez-Bassac, merci d'avoir accepté une nouvelle fois notre invitation en direct sur les antennes d'Azur TV. Députée La République En Marche du Var, porte-parole de la majorité également à l'Assemblée nationale. Olivier Véran, je crois, est encore en train de s'exprimer, si je ne dis pas de bêtises. Il a fait quelques annonces intéressantes quand même si évidemment on ne se reconfine pas, que les mesures ne sont pas forcément durcies. Néanmoins, il y a quand même quelques éléments à retenir. On le disait tout à l'heure, la situation préoccupante à Nice et surtout cette idée qu'il ne faut pas se relâcher maintenant. Oui, tout à fait. C'est vraiment le message essentiel que nous devons tous retenir. Il ne faut absolument pas se relâcher maintenant. Les efforts payent puisque pour l'instant, nous arrivons à éviter le troisième confinement. Il faut que nous gagnions du temps pour que la vaccination puisse se généraliser davantage et, encore une fois, éviter des mesures plus drastiques. Donc, le maître mot, c'est de rester prudent, de continuer les gestes barrières, de continuer à appliquer toutes les consignes sanitaires de façon à ce que ça se passe le mieux possible. Sur cette question de la vaccination, il y a des créneaux qui se débloquent, évidemment. On sait que ça fait beaucoup réagir les élus locaux aussi qui aimeraient pouvoir faire tourner plus intensément leur centre de vaccination. C'est le défi là pour le gouvernement dans les jours qui viennent d'accélérer vraiment. C'est le défi pour le gouvernement, c'est surtout un défi pour nous tous et dans notre intérêt à tous. En effet, nous vaccinons à flux tendu, c'est-à-dire au fur et à mesure de l'arrivée des vaccins, et il faut arriver à tenir le rythme. Après, c'est un choix qui a été fait, un choix que nous assumons, c'est-à-dire de vacciner d'abord les personnes vulnérables dans les EHPAD, les personnes atteintes de comorbidité. Donc c'est vraiment des choix qui ont fait qu'au départ, on a pris un peu de retard parce que cela demande davantage de contraintes et des protocoles beaucoup plus stricts. Aujourd'hui, nous accélérons et voilà, il faut essayer d'aller le plus vite possible et évidemment en fonction des arrivées. Emmanuel Macron a fait un vrai choix lorsqu'il a pris la décision de ne pas reconfiner le pays. A priori, on voit bien que pour les autorités, c'est quand même la solution qui sera privilégiée en ultime recours. Je ne veux pas parler de prise de risque, mais en tout cas, il a fait un vrai choix qu'il assume. Oui, et c'est un choix d'équilibre aussi parce qu'il y a la crise sanitaire, mais il y a aussi la crise économique, il y a la crise sociale, il y a aussi le fait que toutes les personnes ont envie de vivre le plus normalement possible et il faut en tenir compte parce qu'il y a des conséquences psychologiques et autres que l'on ne peut pas ignorer. Donc c'est vrai qu'il a fait ce choix, il l'assume, nous l'assumons tous et je pense que c'est ce qu'attendaient les Français, c'est ce que nous ressentons au niveau des citoyens. Ce n'est pas forcément le choix qui a été fait dans les autres États, mais écoutez, pour l'instant, cela fonctionne
Mais il faut rester encore une fois très prudent, car les conséquences dépendent vraiment de l'attitude de tout le monde. Alors la durée d'isolement aussi, il l'a annoncé, va être allongée de 3 jours. Elle est de 7 jours actuellement, elle va passer à 10 pour les cas positifs. Et puis il y a eu aussi cette explication. Alors je recherche exactement le nom de la directrice de recherche à l'INSERM, Vittoria Colizza, qui a pris la parole pour vanter les effets du couvre-feu sur le recul de la souche. Donc on a là une chercheuse qui pour la première fois rend public finalement des travaux de recherche sur l'impact du couvre-feu. Oui, et je pense que c'est important. En effet, Vittoria Colizza, comme vous l'avez dit, la directrice donc, de recherche à l'INSERM, a bien précisé les effets du couvre-feu. Et je crois que c'est important parce que c'est aussi une obligation de transparence que nous avons vis-à-vis des citoyens. C'est-à-dire que si ces mesures sont prises, ces mesures drastiques, ce n'est pas pour toucher les libertés individuelles, ce n'est pas pour embêter les individus, mais c'est vraiment pour se protéger tous. Et on voit en effet que l'impact est plutôt positif. Alors une dernière question à vous poser, puisque David Hahn nous a déjà rejoint, qui est programmateur du festival de Néoul, que vous connaissez. Évidemment, c'est dans votre département, Valérie Gomez-Bassac. Il y a une bonne nouvelle qui est tombée, alors on verra avec David Hahn si lui considère que c'est une bonne nouvelle, mais en tout cas, a priori, on va pouvoir vivre des événements culturels durant l'été, puisque les professionnels sont tombés d'accord avec la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, sur une jauge à 5000 personnes maximum, avec évidemment un protocole sanitaire très, très strict. Du coup, place à l'optimisme. Place à l'optimisme, mais restons prudents tout de même. Donc en effet, ce matin, j'étais également en visio avec la ministre qui se rend bien compte, comme nous tous, de vraiment la nécessité de reprendre nos activités culturelles. Tout le monde en a besoin, même moralement et économiquement, et les associations, pour elles, ça devient vraiment très difficile. Mais en effet, cela devra passer forcément par des mesures encore sévères au niveau sanitaire, c'est-à-dire qu'il faudra respecter des protocoles très stricts, mais tous les professionnels et autres sont bien d'accord sur cela, c'est qu'il faut quand même essayer de recommencer ces activités, même s'il y a des contraintes. Merci beaucoup Valérie Gomez-Bassac, députée de La République En Marche du Var, pour ses réactions ce soir aux annonces d'Olivier Véran et donc au monde de la culture qui a au moins certaines perspectives, pas toutes parce que les lieux publics restent encore fermés. On va en discuter, on va rester dans le département du Var avec David Hahn, je le disais, qui est programmateur au festival de Néoul, dans ce lieu magnifique qu'est la Bastide de Château-Loin. Vraiment, si vous avez l'occasion d'y aller, n'hésitez pas. Bonsoir. Merci d'être avec nous par téléphone ce soir. Est-ce que vous considérez les annonces de Roselyne Bachelot comme une bonne nouvelle? Est-ce que ça veut dire que pour vous, au mois de juillet prochain, vous allez pouvoir organiser le festival? Oui, bonsoir Nicolas. Oui, j'ai envie de dire oui, mais non. Alors c'est vrai que pour les gros festivals, il y a eu des réponses. Pour les plus petits comme nous, on est encore un petit peu dans le flou. Mais bon, effectivement, ça va dans le sens quand même plutôt positif de dire qu'il y aura des événements culturels cet été. Voilà, maintenant il y a quand même plusieurs questions qui restent en suspens. Bon, les protocoles sanitaires, pour nous, c'est pas un souci à mettre en place, hein, masque, même éventuellement des tests. Ce qui reste en suspens, c'est la question des jauges. Hein. C'est-à-dire que, notamment sur des configurations assises, il faut savoir que des petites organisations comme nous, un festival, il est viable si on a à peu près 80% de notre jauge remplie. En dessous de ça, nous, on ne peut pas vivre. Enfin bon, on perd de l'argent et on peut pas se permettre. Hein. On n'a malheureusement pas beaucoup de financement. Donc oui, plutôt une petite touche d'optimisme. Et puis en même temps, bon, encore. C'est quoi la jauge pour vous, maximum? Nous, on est sur une jauge payante à 2500. Ouais, donc vous êtes sur la moitié de la jauge autorisée, mais effectivement, assis, vous, ça vous arrange pas. Quand on regarde la programmation, on vient chez vous en général pour faire la fête, pour danser. Bon, assis, ça peut être compliqué. Assis, ça peut être compliqué, surtout que nous, assis, on peut absolument pas rentrer 2500 personnes. Hein. Et puis en plus, bon, la Bastide Château-Loin dont vous parliez, bon, voilà, c'est un peu, voilà, on est en pleine, c'est un peu la colline, donc mettre des chaises, enfin voilà, on n'est pas sur du goudron, on est en pleine nature, au milieu des chênes et des oliviers, donc et puis bon, mettre des chaises, ça voudrait dire pour nous réduire la jauge au moins de moitié, et puis financièrement c'est pas viable, c'est-à-dire qu'on peut pas vivre.
reste aussi en suspens la question des petites restaurations et des bars, qui font partie aussi pour nous du financement. C'est-à-dire que même avec une jauge complète, si on peut pas vendre un peu de boissons et de petites restaurations, voilà. Il y a encore plein d'interrogations, c'est ce que vous nous dites. Alors, j'ai regardé, j'ai jeté un œil à la programmation, 21 au 24 juillet, vous me dites si je me trompe, avec les Ogres de Barbac, par exemple, les Ramoneurs de Menhir. Donc là, on voit bien l'ambiance et la fête que vous attendez. On resterait sur cette programmation, c'est-à-dire que là, vous allez travailler maintenant sur ces dizaines de groupes qui seront là pour ces 4 jours ? C'est-à-dire qu'en fait, c'est les groupes qui étaient prévus l'an dernier, qui ont joué le jeu avec nous, donc qui ont accepté de reporter sur l'édition de 2021. Mais bon, tout est signé, les contrats sont signés. Et puis, remonter une programmation, là, on est quasiment trop tard. C'est-à-dire que moi, mes programmations générales sont clôturées en décembre. Mais ce que je veux dire, c'est que là, du coup, vous allez y aller, vous allez lâcher les chevaux, si j'ose dire. Plus de questions à vous poser. Vous travaillez sur l'organisation du festival 2021. Ah oui, nous on a commencé à y retravailler depuis l'automne, depuis même le report, puisqu'il a fallu effectivement recontractualiser avec chacun des artistes. Donc oui, on est déjà au travail, on est déjà en train de passer des commandes, on est en train déjà de faire des devis de communication, du catering, c'est-à-dire on travaille avec des petits producteurs locaux pour ce qui est fruits et légumes, viande, etc. Donc des légumes ici, il faut les faire pousser, donc il faut déjà programmer planter les tomates, donc voilà, une fois de plus, c'est engagé. Donc oui, on part avec l'idée que le festival pourra avoir lieu. Maintenant, effectivement, les conditions qui nous seront imposées détermineront si on pourra maintenir ou pas. Alors, affaire à suivre de ce point de vue-là. Une dernière chose, est-ce que vous allez regarder de près l'expérimentation qui va être menée notamment à Marseille, au Dôme, sur les protocoles sanitaires, puisque là aussi Roselyne Bachelot l'a confirmé il y a quelques jours. Ça devrait être, c'est mois de mars-avril, ça devrait être riche en enseignements aussi sur ce qui sera possible de faire. Tout à fait. Je pense que ça sera un bon indicateur de ce qui sera possible. Voilà. En sachant que c'est pas tout à fait le même contexte, ce sera en salle. Nous, on est en plein air. Enfin bon, voilà, il y a quand même des points qui divergent. À suivre. À suivre, mais on a senti quand même un peu votre optimisme et on a envie de l'être avec vous parce que déjà avoir supprimé une année l'an passé, c'est dur. Donc on espère vraiment que pour vous et pour tous les festivals de la région, ça se passera bien cet été. Merci beaucoup David Hahn, programmateur du Festival de Néoul. Je renvoie nos téléspectateurs à votre site internet sur lequel on retrouve évidemment toute la programmation et ces 4 dates, donc du 21 au 24 juillet. Et bon, la musique est bonne, mais le site est excellent aussi. C'est un véritable très beau lieu de notre région, donc j'espère que vous pourrez faire la fête à fond. Merci beaucoup David Hahn. Merci à vous. Au revoir. À bientôt. Autre sujet, autre ambiance. On va sortir un peu du Covid avant de rejoindre Guilhem Ricavi qui lui va nous parler des supporters de l'OM qui sont en colère contre leur direction. Ce sera à lire demain dans le journal La Provence. Avant cela, la petite polémique de la semaine à Marseille, elle tourne autour des caméras de vidéosurveillance. Il y a quelques jours, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, indiquait sur RTL, je crois, que la ville de Marseille avait refusé de l'argent pour installer de nouvelles caméras dans la ville, ce qui a fait bondir les élus de l'opposition de droite et du Rassemblement national. Sauf que la ville l'assume. Pour elle, ce n'est pas nécessaire d'installer de nouvelles caméras et c'est ce qu'a dit l'adjoint à la sécurité Yannick Ohanessian aux caméras de Provence-Azur. Faut-il plus de caméras à Marseille ? Pour la nouvelle municipalité, la réponse est non. Après une journée polémique entre le gouvernement et la mairie concernant la vidéoprotection, l'adjoint au maire à la sécurité Yannick Ohanessian assure que la priorité est ailleurs. Sincèrement, vous pensez que c'est le débat aujourd'hui ? Voilà des années que nous réclamions des effectifs de police nationale dans cette ville. Marseille doit avoir la même solidarité nationale de l'État que ce qui peut s'exercer ailleurs sur l'ensemble des communes. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des trafics de drogue qui s'organisent un peu partout et qui gangrènent aujourd'hui un certain nombre de quartiers de la ville de Marseille. L'objectif étant de, évidemment, regagner en effectifs de police sur la voie publique et donc d'essayer de traiter les problèmes à la racine. Alors que le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a proposé une aide financière afin d'équiper la ville de plus de caméras, pour la municipalité, ce serait une décision superflue. Marseille a aujourd'hui certainement, et la commune la plus dotée
en équipement et en dispositif de vidéoprotection. On a à peu près 1600 caméras aujourd'hui dans la ville. C'est un haut niveau d'équipement. Quand on voit que cela a coûté 29 millions d'euros de deniers publics, donc l'argent des Marseillaises et des Marseillais, et 7 millions d'euros de fonctionnement chaque année, évidemment que ça interroge quand on regarde finalement pour quels résultats. Il y a évidemment des caméras qui ont toute leur utilité, il y en a d'autres peut-être où on doit se poser la question aujourd'hui. C'est ce que nous posons comme débat. Un débat qui pose question et qui divise. Depuis le début de son mandat, la nouvelle municipalité a annoncé un moratoire sur la vidéoprotection, une mise en suspens afin d'analyser la pertinence de l'implantation d'un certain nombre de caméras, plus ou moins réparties dans les différentes zones urbaines. On s'interroge sur la manière dont ont été pensées la vidéoprotection dans cette ville, la manière dont on a implanté ces caméras et la manière dont on a maillé le territoire. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que le centre de supervision urbaine, dans lequel on a aujourd'hui une vue globale sur l'ensemble des caméras de la ville, est sous-équipé en hommes. C'est souvent la ville de Marseille qui fait force d'amortisseur aujourd'hui dans la ville en matière de sécurité et de tranquillité publique. Et nous attendons maintenant que les uns et les autres se mettent autour de la table et puissent également participer à l'effort municipal en matière de sécurité. C'est, je crois, principalement ce qu'attendent les Marseillaises et les Marseillais. Mardi dernier, le ministre de l'Intérieur a annoncé le renfort de 300 policiers à Marseille, dont une centaine dès cette année. Gérald Darmanin a également précisé qu'il se rendrait prochainement dans la cité phocéenne pour officialiser ces nouvelles mesures. Voilà, bonsoir Guilhem Ricavi, merci d'être avec nous sur les antennes d'Azur TV ce soir. On va évoquer l'OM dans quelques instants, Charles Trenet également, puisque c'est au programme et au menu de la Provence demain. Juste un mot quand même sur le feuilleton du moment, Jean-Claude Gaudin, qui est sorti de garde à vue et qui s'est dit confiant sur cette affaire de détournement de fonds publics. On le rappelle, on lui reproche d'avoir conservé au sein de son cabinet de proches collaborateurs qui avaient dépassé l'âge de la retraite. Claude Bertrand, lui, son ancien directeur de cabinet, est resté un peu plus longtemps en garde à vue. Est-ce qu'il est sorti, lui ? Oui, a priori, selon les infos que j'ai, je crois bien effectivement qu'il n'est plus en garde à vue. Et Jean-Claude Gaudin, lui, on le sait, est sorti dès hier soir au terme de 10 heures d'audition par les enquêteurs. Et Jean-Claude Gaudin a fait savoir à son entourage qu'il était plutôt confiant. Il estime avoir fait plutôt bonne impression aux enquêteurs qui l'ont interrogé sur 5 personnes de son cabinet, avec des questions visiblement très précises sur leur rôle exact, sur leur mission, sur leur fonction, sur pourquoi ces personnes bénéficiaient de dérogations pour travailler malgré un certain âge dans ce cabinet-là. Ça, c'est une des infos qui est remontée. Et puis, on a appris également qu'au final, lors de cette perquisition du début de semaine, les enquêteurs étaient repartis avec pas tant de dossiers que ça. Selon les informations de la Provence, ils n'auraient rien pris dans la maison de Saint-Zacharie, à la limite avec le Var, et ils seraient repartis de chez Jean-Claude Gaudin à Marseille, dans son domicile du quartier de Mazargues, avec des cartons remplis de dossiers que le secrétaire général de la ville avait donné à Jean-Claude Gaudin au moment de son départ, en quelque sorte des archives de 25 ans de gestion de la ville par ce même Jean-Claude Gaudin. À suivre, pour le moment donc pas de mise en examen et il est sorti de garde à vue libre, on le précise, mais c'est important, comme ça il n'y a pas d'ambiguïté. Autre dossier que Jean-Claude Gaudin a géré lui aussi pendant 25 ans, puisque quand on est maire de Marseille, on doit composer avec l'OM. On le sait, c'est le psychodrame du moment, la rupture consommée entre les supporters et l'Olympique de Marseille. On évoque une conférence de presse aussi des supporters demain, une conférence de presse commune, c'est ce qu'on a entendu. En tout cas, vous, demain, gros dossier sur le sujet. Oui, gros dossier, parce qu'on a voulu savoir quelles étaient les raisons de la colère, quelles étaient les raisons de cette rupture que l'on voyait se profiler depuis des semaines. Alors il y a bien sûr des résultats sportifs décevants, mais pas seulement. Et c'est vrai que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est cette rupture envisagée de convention entre les clubs de supporters dont on sait qu'ils sont l'âme de l'OM et la direction. Et plus largement, c'est une question plus philosophique qui se pose, c'est la place du football. Et d'ailleurs demain,
matin, Nicolas, dans la Provence, on publie une tribune en exclusivité signée par 60 intellectuels, universitaires et artistes qui justement appellent à redonner toute leur place à ces supporters dans l'organisation de l'OM, parce que qu'est-ce qui fait de l'OM un club différent de foot? C'est justement cette âme, c'est cette capacité à l'engouement dans les tribunes, c'est cette ferveur, c'est cette magie. Et sans cela, eh bien, l'OM deviendrait un club aseptisé, un club sans saveur et qui perdrait sa spécificité. Donc 4 pages sur cette question-là, avec la parole donnée à des gens qui connaissent bien l'OM, Éric Dimeco par exemple. Oui, qui n'est pas tendre avec les dirigeants actuels, en tout cas qui n'est pas langue de bois. Oui, qui n'est pas langue de bois du tout. Et puis même plus largement, d'autres Marseillais qui s'expriment dessus. Par exemple, Marina Chiche, qui est une violoniste internationale et qui est marseillaise et qui est folle de l'OM. On a également des avis comme cela éclairés de Jean-Pierre Foucault, de pas mal d'artistes qui eux aussi ont du mal à comprendre que la direction actuelle de l'OM veuille se séparer de ces clubs de supporters malgré leurs excès, mais qui constituent véritablement la face touchante et vivante du club de foot marseillais. Est-ce que vous avez interrogé pour les biens de votre dossier notre réalisateur Sébastien Liotard qui a été membre des groupes de supporters? Donc voilà, vous n'y avez pas pensé. Voilà, il va être vexé, je le connais, il est vexé. Une dernière chose sur l'OM, on a évoqué plus sérieusement la piste d'une vente ces derniers temps. Est-ce que ça peut avoir une incidence? Parce que on sait que la billetterie des clubs de supporters attire la convoitise des directions successives, c'est-à-dire que les supporters gèrent encore une partie de la billetterie. Et là aussi, une rumeur qui prendrait de l'épaisseur, c'est que les potentiels racheteurs auraient demandé à l'équipe de Franck McCourt de faire le ménage, de régler cette question, de faire le sale boulot en fait, avant de racheter le club. Alors c'est une des rumeurs effectivement qui circule, dur de la confirmer puisque Franck McCourt lui-même il y a encore quelques jours a fait savoir qu'il ne voulait pas vendre. Alors c'est très dur d'en savoir plus, mais ça reste une des hypothèses comme souvent lors de la cession d'une entreprise où bien évidemment le repreneur a quelques exigences au moment effectivement de la cession. Là c'est impossible Nicolas de vous en dire vraiment plus sur la question. C'était juste au cas où. On termine, Guilhem, avec Charles Trenet. C'est les 20 ans de son décès. Monstre sacré de la chanson française et bien plus. Vous y revenez donc demain largement aussi. Oui, effectivement, le fou chantant disparaissait il y a pile 20 ans et naturellement on lui rend hommage sur une pleine page et on rappelle en tout cas ses liens avec le sud de la France. Il a résidé dans le pays d'Aix et puis si on remonte vraiment à ses jeunes années, il a passé son service militaire sur la base aérienne d'Istres, donc retour en photo et en émotion sur effectivement celui qui incarnait une certaine idée de la chanson française. Merci beaucoup Guilhem, très bonne soirée à vous, probablement à demain. Dans cette émission, gros dossier donc sur l'OM et Charles Trenet demain et évidemment les suites du feuilleton judiciaire Jean-Claude Gaudin. Avant de passer à la suite, cette information qui est importante, la justice algérienne qui vient de requérir la peine de mort contre le principal accusé du meurtre d'Hervé Gourdel, ce guide de haute montagne qui avait été décapité par des djihadistes en Algérie, originaire de Saint-Martin-Vésubie dans les Alpes-Maritimes, qui avait aussi beaucoup d'attaches à Nice donc le principal suspect et accusé est jugé en ce moment en Algérie et la peine de mort vient d'être requise contre lui. Un petit peu plus léger, beaucoup plus léger même. Il s'agit quand même de la lutte contre la Covid-19, mais des belles initiatives qui naissent. La solidarité, c'était au cœur d'un dossier justement dans la Provence il y a quelques jours. Ce premier reportage à Nice avec cette coiffeuse qui a décidé d'offrir les soins et les coupes de cheveux aux étudiants précaires. Et bien évidemment, l'opération cartonne. Marie Justo. C'est une prise de rendez-vous un peu spéciale. Tout se fait par ce réseau social. Depuis ce lundi, la gérante de ce salon de coiffure propose un soin gratuit aux étudiants en situation de précarité. Shampoing, coupe, brushing, seule obligation, avoir une carte étudiante. Là, je prends tous les créneaux horaires des étudiants qui m'envoient avec leur disponibilité et je le note sur les agendas pour le remplir.
Près d'une vingtaine de demandes, cet élan de solidarité a vite pris dans la capitale azuréenne. En moins de 4 jours, Blandine a accueilli une cinquantaine d'étudiantes. Aider les jeunes étudiants qui en ce moment sont en situation un petit peu difficile et qui, avec la crise sanitaire, n'ont plus forcément le moral. Et l'idée, c'est qu'au travers d'une jolie coupe de cheveux, ils puissent retrouver le moral et le sourire. Je pense que c'est très très important et c'est pour ça que nous, à notre échelle, en tant que coiffeurs, on essaye vraiment de pouvoir les motiver et leur donner ce que l'on peut au travers de notre profession. En école d'infirmière, ces 2 colocataires ont eu vent de l'opération. Quelques minutes après leur arrivée, elles repartent sourire aux lèvres et boucles sur la tête. Un moment de détente qui fait du bien pendant cette pandémie et qui fait du bien au porte-monnaie. Un dégradé, je les ai désépaissis et on m'a fait les boucles. Ça fait du bien parce que comme avec ma colocataire, en ce moment on a des problèmes financiers, donc on a du mal et ça nous fait du bien, franchement ça nous remonte le moral de se faire coiffer gratuitement, ça fait plaisir. Oui, ça fait du bien, ça donne le sourire aussi, oui. On n'est pas laissé tout seul. Une charge de travail supplémentaire, mais Blandine n'a pas hésité. Une petite respiration pour les étudiants qui permet surtout de retrouver un peu le moral. Et dans les Bouches-du-Rhône, autre initiative gratuite et solidaire pour lutter contre les effets pervers de la Covid-19, à savoir le stress, l'angoisse, des séances de sophrologie gratuites grâce à une ligne téléphonique SOS Sophrologie. Yentel Criado. Vous pouvez poser une main sur votre ventre et une autre sur le haut de votre cage thoracique et simplement suivre les mouvements de votre respiration au niveau de vos mains. Et à l'expire, nous la diffusons dans notre corps. Émilie suit une séance de sophrologie par téléphone, guidée par Valérie, cette professionnelle installée à Saint-Savournin. La patiente, prise de stress et d'angoisse, a fait appel à SOS Sophro, une nouvelle plateforme réunissant de nombreuses sophrologues. Chacune d'elles se dégage un créneau dans leur emploi du temps pour se consacrer bénévolement à cette permanence téléphonique. Leur première mission, écouter le patient. À ouvrir les commerces, fermer les commerces, travailler, ne pas travailler, être au chômage, et puis retravailler, puis se dire est-ce que je vais garder mon emploi. En fait, le fait de parler déjà, c'est d'avoir une oreille attentive. On pratique en tant que sophrologue l'écoute active et bienveillante, donc c'est une technique particulière déjà ça, le fait d'entendre, de recueillir la parole de la personne sans jugement, en toute bienveillance. Déjà ça, c'est énorme. En fait, je commence à avoir des crises d'angoisse, des moments où je suis oppressée, je n'arrive plus à respirer correctement. Le service SOS Sophro a été lancé pendant le 2e confinement par une sophrologue de Bayonne. Avec la crise, les professionnels constatent que les besoins sont bien plus importants. Après l'écoute active, l'objectif de ces séances téléphoniques gratuites est de donner aux personnes les outils nécessaires pour un retour au calme, des techniques de détente brèves et efficaces. Et dans un premier temps, je vais simplement vous proposer de prendre conscience de l'environnement dans lequel vous êtes, de conscientiser la pièce autour de vous. Souvent, c'est des techniques de respiration, mais c'est aussi des techniques de visualisation en sophrologie. Comment se sentir, se visualiser dans un lieu ressource qui nous apaise, qui nous fait du bien. Développer sa capacité d'acceptation aussi de ce que l'on ne peut pas changer. Cette permanence téléphonique permet de rendre ces techniques accessibles à tous et de bénéficier d'une consultation anonyme. Dans leur environnement, les patients sont plus à l'aise. En fait, ça préserve la pudeur, le fait de téléphoner, d'être derrière un téléphone, de ne pas forcément être en visuel, de ne pas venir, parce que c'est impactant, même si c'est gratuit, de faire la démarche, de venir voir quelqu'un. Et en fait, là, simplement de prendre son téléphone, hop, y a un sophrologue qui est disponible de suite, on écoute. Voilà. Et c'est vraiment ce côté anonymat qui, on s'est rendu compte, offre autre chose, propose autre chose. Une grande première pour cette jeune maman. C'était intéressant de voir ces techniques de respiration que je n'avais jamais faites et ça m'a donné un apaisement. On a quelqu'un qui est assez neutre alors que par exemple je vais parler avec des amis qui sont aussi déprimés ou à la famille qui est aussi déprimée parce que c'est quelque chose d'un peu général en ce moment. Donc finalement on ne s'aide pas les uns les autres. Alors que là, oui, ça m'a fait du bien. La page Facebook de SOS Sophro regroupe les répertoires téléphoniques des centaines de sophrologues en France qui participent à ce service, disponible 7 jours sur 7. Merci, au revoir.
Dans le Var, la mission Jeanne d'Arc reprend la mer. Les élèves officiers de la Marine nationale partent pour 6 mois. C'est leur première mission de commandement loin de leur famille. Le reportage est signé Marion Colangelo. Ce jeudi, c'était le jour du grand départ pour 148 élèves officiers. La mission Jeanne d'Arc est repartie en mer pour accomplir un parcours de plus de 5 mois. Les officiers de demain achèvent leur processus de formation à travers différents exercices de commandement. Alors ils ont un rythme en fait qui est fondé sur 4 grandes thématiques, les opérations, l'international et puis donc l'apprentissage du métier du bateau. Et donc ils vont apprendre, ils vont descendre dans tous les compartiments du bateau, apprendre tous les métiers pour diriger des gens, pour apprendre de la technique, opérer des machines, des systèmes d'armes. Et donc ils vont avoir des stages en 4 grandes périodes tout au cours de la mission. Une mission longue et difficile pour ces jeunes. Pour la première fois, ils seront loin de leur famille et amis durant plusieurs mois. Donc ils vont transiter en Méditerranée, puis en mer Rouge, puis en océan Indien, puis dans le Pacifique. Leur mission va être ponctuée d'exercices. Donc d'exercices, là, ils partent avec des éléments amphibies de l'armée de terre, de la Légion étrangère, avec des hélicoptères de la HAT. Donc tout ça, ils vont faire un gros exercice à Djibouti. Et puis ensuite, ils ont des exercices internationaux avec l'Inde, avec le Japon, avec les Américains, avec les Australiens. Et donc là, c'est dans le cadre de ce que font tous nos bâtiments de combat, qui sont des partenariats opérationnels avec des marines étrangères. Une étape par laquelle chaque élève officier passe durant sa carrière, comme le chef d'état-major, ému de voir partir ces jeunes 30 ans après son propre départ. C'est avec une grande émotion que je les ai vus partir, parce que ça m'a rappelé le jour où je suis parti donc, il y a 30 ans. Et effectivement, on se souvient c'est vraiment très initiatique. C'est vraiment, il y a un avant et après cette mission. Elle est dure. Elle a ces moments un peu de vague à l'âme, de mauvaise météo. Moi, j'ai eu des tempêtes au Kerguelen. Voilà, eux traverseront des mers difficiles aussi. Et puis des moments d'extase, de découverte de pays. Au moment du Covid, là, ils ont une chance extraordinaire, puisqu'en fait, ça fait partie des rares missions dont le programme d'escale est aussi ambitieux. Pour une mission en toute sécurité en cette période de crise sanitaire, chaque marin a respecté un isolement de 10 jours avant le départ et a été vacciné. Et avant de parler cyclisme et vélo, parce qu'une très belle épreuve se déroule ce week-end entre le Var et les Alpes-Maritimes, un mot de cette route de l'emploi en Provence, des collégiens qui découvrent ce qu'offre comme formation les métiers de l'artisanat. Le reportage est signé Valentin Rodriguez. En fait, j'ai plusieurs temps dans mon travail, une partie fabrication, une partie fermentation, la partie mise en bouteille que je vais vous faire essayer tout à l'heure, et ainsi que la vente. Une journée pas comme les autres pour ces collégiens de la commune de Châteauneuf-les-Martigues. Ces 130 jeunes ont fait la rencontre d'une dizaine d'artisans à travers un parcours ludique dans différents endroits de la commune. Une opération dédiée à leur future orientation professionnelle. C'est intéressant parce qu'on apprend le rôle ils nous apprennent un peu le métier et c'est ce qui nous aide à après choisir l'orientation, le métier, enfin tout ce qu'on veut faire plus tard. C'est ça qui nous aide. Aujourd'hui c'était une super journée parce que j'ai découvert plusieurs métiers que je connaissais pas, par exemple brasseur. Et c'est cool de découvrir des nouveaux métiers. Me donner une idée un peu sur quel genre de métier c'est. Et pour moi, ça n'a pas l'air d'être un métier facile et que ils sont pas très bien. Ils sont moins bien payés que des métiers plus faciles, je trouve. Et c'est plus compliqué. C'est un métier d'artisanat, donc faut être passionné parce que sinon ça peut pas fonctionner. On peut pas faire un métier comme ça sans être passionné, c'est pas possible. Brasseurs, toiletteuses ou encore sellières. Ils sont 12 artisans à avoir joué le jeu pour cette 3e édition de la route de l'emploi. Je leur ai montré un peu ce que je faisais, du bateau, de la voiture, de la moto. Ils sont preneurs d'explications, oui. Ça donne une visibilité et ils peuvent se diriger vers un stage, leur stage de 3e. Ils peuvent venir le faire chez moi. Ils toucheront la matière et ils verront si ça leur plaît, si c'est quelque chose qui pourrait les intéresser pour plus tard. Des échanges avec des professionnels du secteur de l'artisanat et surtout de la pratique pour ces collégiens. Je leur ai fait des petits ateliers, ce qui leur a permis un peu de toucher du doigt. Bon, c'est vite fait, hein, c'est une petite embouteillage, mais voilà, au moins ils ne sont pas juste passifs, ils sont actifs dans la démonstration et ça va leur laisser un petit peu des souvenirs.
Cette année, Alain Bernard, champion olympique de natation, a accepté d'être le parrain de cet événement. L'ancien nageur a pu partager son expérience avec les collégiens. Franchement, même s'il y a un échec ou quoi qu'il arrive, soyez persévérants. Quoi que vous voulez faire, un jour vous serez récompensé si vous vous impliquez dans votre projet. Voilà. Moi, quand j'avais votre âge, j'étais à des années-lumière d'imaginer tout ça, donc c'est venu avec le temps. L'athlète a accompagné les différents groupes de jeunes durant cette journée et a un message à leur transmettre. Le message que j'ai envie de porter auprès des jeunes aujourd'hui, c'est de dire croyez en vous, croyez en votre objectif, en vos rêves. À partir du moment où vous trouvez une passion, allez-y sans retenue. Et s'ils peuvent, au travers de cette journée, avoir de l'intérêt pour un métier en particulier parmi les plusieurs métiers qu'ils vont rencontrer, ce sera forcément quelque chose qui ne pourra être que positif. Néanmoins, qu'ils ne trouvent ou qu'ils ne trouvent pas aujourd'hui, ce n'est pas forcément le but ultime, c'est qu'ils seront au courant. Ils seront au fait de ce qui se passe déjà dans leur environnement proche et finalement pourquoi telle ou telle personne a choisi de faire ce métier et qu'ils puissent leur partager leur quotidien aussi à tous ces artisans. L'occasion de mettre à l'honneur l'artisanat, très présent dans notre région, un secteur représenté par plus de 250 métiers. Et on passe au sport. On a parlé de l'OM tout à l'heure et d'Alain Bernard aussi. L'OM qui a battu Nice. Du coup, hier soir, je reviens à un petit pronostic qu'on avait fait sur ces plateaux. Victoire 3-2 avec une grosse frayeur quand même en fin de match avec le poteau d'Amine Gouiri à la dernière seconde. Mais 3-2 donc pour l'OM. Et on passe au vélo avec Julien Camille qui est avec nous. Bonsoir Julien, merci d'avoir accepté cette invitation. Grand spécialiste du cyclisme azuréen, on peut même dire que vous êtes un historien de la discipline sur la Côte d'Azur. Vous avez signé d'ailleurs ce livre, ce très beau livre aux éditions Giletta, Côte d'Azur, terre de cyclisme, entre autres. Le Tour du Var et des Alpes-Maritimes qui démarre demain, qui va durer 3 jours. C'est une belle épreuve avec d'abord ce qu'on peut dire sur l'épreuve 2021, c'est la présence de cyclistes majeurs comme le français Thibaut Pinot ou encore le tenant du titre, le Colombien Nairo Quintana. Oui, et puis surtout ce qui fait plaisir, c'est que depuis quelques années, il y a un renouveau depuis même, allez à dire 2-3 ans, il y a un renouveau des grandes courses cyclistes sur la Côte d'Azur, en dehors du Paris-Nice, mais avec le Tour de la Provence notamment, qui depuis quelques années fait parler de lui avec des jolis noms qui viennent courir, et depuis l'année dernière, la reprise vraiment de manière plus forte du Tour des Alpes-Maritimes et du Var, avec des grands noms, notamment Nairo Quintana, Romain Bardet, mais l'année dernière il y avait aussi Richie Porte, l'Australien qui était présent, et les 3 formaient le podium, ce qui fait quand même une très très belle affiche. Et cette année encore, on se rend compte que la Côte d'Azur est un endroit où les courses comptent et où il est bon en début de saison, un petit peu comme ce qui se passait dans les années 50-60, il est bon de montrer son état de forme. Une petite question sur ce que vous venez de dire, le retour du Tour du Var et des Alpes-Maritimes. Vous pouvez préciser, ça veut dire que c'est une épreuve qui a existé, qui avait été abandonnée et qui a été relancée ? Alors c'est un tour en fait, c'est une épreuve qui a eu plusieurs noms, qui a eu quelque part une histoire, on va dire un petit peu saccadée. Il y a eu d'abord le Tour du Sud-Est qui s'est déroulé de 1919 jusque dans les années 60. Et après il y a eu le Nice-Seillan ou Seillan-Nice qui s'appelait la course aux Mimosas fleuries, dont la première édition avait été remportée par Raymond Poulidor. Et voilà, maintenant, il y a ce nouveau tour qui revient, le Tour du Var et des Alpes-Maritimes, et notamment aussi une autre course professionnelle qui va se lancer au mois de mai avec la Mercantour Turini classique, enfin la Mercantour classique, pardon, qui est une nouvelle course pro sur un jour qui va se tenir. Donc c'est vrai qu'après on va dire des années de gloire qu'a eu la Côte d'Azur avec énormément de courses très importantes qui se couraient ici, avec le Grand Prix de Cannes, le Grand Prix d'Antibes, le Grand Prix de Nice, Nice-Montagel, la course du Mont-Chauve, ça s'était un petit peu perdu dans les années 80 à cause de manque d'organisateurs, de financement qui était moins important, aussi d'une urbanisation qui empêchait aussi l'organisation propre des courses. Il y a un retour des grandes compétitions sur la terre azuraine, ce qui pour moi est beau parce que ça remet en avant toute l'histoire importante qu'a eu la Côte d'Azur avec le cyclisme depuis plus d'un siècle.
avec des champions comme René Vietto, hein, à qui vous avez consacré un très beau film documentaire sur ce champion originaire de Cannes. Alors juste je donne les épreuves, là, les 3 étapes qui vont constituer la course à partir de demain. Biot-Gourdon, donc pour l'étape de vendredi, donc ça c'est dans les Alpes-Maritimes. Fayence pour le Var, ça ce sera samedi, et Blauzask pour dimanche. Je reviens à ce que vous disiez, c'est-à-dire que évidemment nous Azuréens, on pourrait avoir un peu de mal à comprendre pourquoi le cyclisme n'a pas régné en maître ces dernières années. On a tout ici, un temps quasi parfait toute l'année, et puis tout ce qu'il faut pour que le scénario d'une course soit idéal. On a du plat et beaucoup de montées aussi. Oui, mais c'est pour ça que la Côte d'Azur a été depuis très longtemps un lieu privilégié par les équipes de cyclistes professionnels pour venir s'entraîner durant l'hiver. C'est-à-dire que dans les années 50, on s'apercevait que les coureurs azuréens, par exemple Fermo Camillini, après un peu plus tard Gilbert Belone, Nello Loredi, étaient prêts un peu avant les autres parce qu'ils pouvaient rouler, eux, en novembre, en décembre, en janvier, en février, et sur des terrains accidentés. Ils pouvaient utiliser tous les terrains possibles. Et du coup, dans les années 50-60, se sont commencés à s'organiser, ce qui était nouveau pour l'époque, et c'est à la Côte d'Azur qui l'a accueilli, les stages hivernaux. Donc il y avait Louison Bobet, Jacques Anquetil qui venaient dans des auberges à Mougins ou dans le Var s'entraîner pendant 1-2 mois pendant l'hiver. Parce qu'on voit que ça continue de perdurer. Oui, c'est ce que j'allais dire. On les croise souvent, les équipes professionnelles, durant l'hiver. On voit les bus, les équipes qui, évidemment, s'entraînent avec les tenues officielles. Donc, c'est bien pour confirmer que c'est une terre de cyclisme. Oui. Et il y a des coureurs qui se sont installés ici, Christopher Froome, Philippe Gilbert a même créé un magasin de vélo à Monaco. Romain Bardet vient régulièrement un mois en janvier pour s'entraîner sur le col de Vence. Mais je pense qu'il y a aussi eu un changement ces dernières décennies de population. C'est-à-dire qu'il y a une génération, la génération italienne, très attachée au vélo, qui a quelque part généré énormément de courses, de grands champions azuréens dans les années 50-60, juste après la grande immigration italienne qu'il y a eu sur la Côte d'Azur. Cette génération-là a vieilli, a changé, et que maintenant les nouvelles générations de population qui composent la Côte d'Azur est peut-être moins axée sur le vélo, et c'est peut-être ça aussi qui a fait que la culture du vélo c'est quelque part un petit peu perdu, notamment au niveau des courses et des grands champions. Mais voilà, l'histoire est faite d'avancées. L'histoire n'est jamais droite, et donc du coup le vélo, et comme on peut le voir à ce moment-là, est en train de revenir sur la Côte d'Azur par la grande porte. Merci beaucoup Julien Camille, historien du cyclisme sur la Côte d'Azur. On va montrer votre livre que vous signez avec André Baudin aux éditions Giletta, Côte d'Azur, terre de cyclisme. C'est une mine d'informations sur à la fois ses parcours mythiques mais aussi ses champions, et on découvre que véritablement la Côte d'Azur est une terre de cyclisme, un territoire où on pratique même en amateur beaucoup le vélo, bien évidemment. Merci beaucoup Julien. Et à très bientôt sur les antennes d'Azur TV. À bientôt, merci. Merci Julien. On va terminer avec un peu de musique, ce grand direct, et le retour d'un groupe de légende dans notre région, mais pas seulement, hein, puisque le Massilia Sound System a poussé les portes, évidemment, de la région. Musique très ancrée de référence régionale, et le Massilia Sound System qui a aussi influencé énormément d'artistes. Eh bien, ils sont de retour, les Marseillais, après de nombreuses années d'absence, et la rencontre est signée Manon Mujica. Massilia Sound System fait son grand retour en studio plus de 7 ans après le dernier album. Pour les membres du groupe, l'envie de collaborer plus tôt ne manquait pas, mais le temps, si, chacun se consacrant à ses projets solos. Il aura fallu une pandémie mondiale et l'arrêt des tournées pour leur permettre d'enregistrer de nouveau ensemble. Bien sûr, le live nous manque énormément, mais c'est vrai que le fait de se retrouver et de chanter, et puis d'entendre quelque chose de nouveau venant de nous au bout de 35 ans, c'est toujours c'est un peu exaltant, parce que
c'est vrai, hein, c'est pas évident de retrouver l'énergie qu'il faut pour faire un album voilà, qui soit à la fois qui nous ressemble, qui soit à la fois qui ressemble à chacun et puis qui soit cohérent voilà, dans l'ensemble. Voilà. Et donc c'était un plaisir. Ouais. En quelques mois seulement, le groupe, piloté par Moussuté, a écrit, composé et produit 13 morceaux. Le résultat s'intitule Sale Caractère, un opus empreint de reggae avec des sonorités électroniques, des formules en duo ou en trio et des textes engagés. Je pense qu'on a besoin de Massilia, on a besoin de cette intensité, de cette capacité qu'a Massilia de rassembler les gens, de leur faire oublier un peu le quotidien, etc. Des chansons qui vont rassembler, des chansons qui vont faire danser, des chansons qui vont faire réfléchir, des chansons qui vont amener de l'émotion. Vu la situation particulière, cette vie qu'on mène très très bizarre, je pense que voilà, c'était ça qu'il fallait faire. Il fallait que Massilia vienne faire danser tout le monde et voilà, nous faire décoller. Il faudra patienter encore un peu avant de découvrir ce concentré d'énergie positive. L'album Sale Caractère sort en juin. Il devrait s'accompagner de quelques dates de concert, si bien sûr la situation sanitaire est favorable. Voilà, ça nous permet d'avoir une pensée également pour Lux B, l'un des fondateurs du Massilia Sound System qui est décédé en 2008. C'est la fin de ce grand direct. Merci évidemment à toute l'équipe qui m'accompagne. Sébastien Lyotard, Théo Sarfati, Greg Favot, Fabrice Justo, Philippe Codet. Sans oublier ce soir un remerciement tout particulier à Stéphanie Mossman. Elle sait pourquoi. Bonne soirée à vous et à demain pour le grand direct sur les antennes d'Azur TV.